journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir, bienvenue à la rétrospective de toute l'actualité de cette semaine que BSC TV se fait l'honneur de vous présenter. Au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exhorté les investisseurs à s'implanter en RDC. Il a aussi interpellé la communauté internationale sur leur silence à propos de l'agression rwandaise via le M23. C'était au cours du Summit Africa qui s'est tenu à Londres, au Royaume-Uni. Les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance du ministre du Transport, Chérubin Okende. C'était au cours d'une plénière au Palais du Peuple. Comme chaque 19 octobre, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre le cancer du sein. Selon les experts, cette pathologie est un problème de santé publique vu qu'il est le cancer le plus mortel chez la femme. Le président de l'Assemblée a bengi biso pour na kopesa biso conseil ete tovanda kimia. Ye moko akosala délégation akokoma na bisika makamone ekweyaki pe akoyeba ndenge na kosala. Président de l'Assemblée azali chef coutumier. Ntomoko abosani te. Donc a bengi biso président na nzela ya kitoko, na nzela ya kopesa ba chef coutumier tozala kimia, yo balobaki ebomaka mboka. Totala nano ndenge ye mokonzi akoswana bakonzi ndenge akoforme délégation na ye ndenge akokenda kwa mutu ndenge akokenda na bamboka wana jigi moto ya komona ngo ayebi ndenge l'État akoko préparer batu wana. Tozali na ba chef ya bateke na bawumbu ya province ya Kinshasa. Tozali mpe na bandeko ba chef coutumier et oyo mpe baguti kwa mutu po bango batu baza ko vivre ba événement wana. Awana biso dans le comité mais ekokoma pete pour tokosilisa yango. La CENI lance bientôt l'opération de l'enregistrement des électeurs et que nous comptons contribuer à donner notre contribution pour la réussite de cette opération en déployant notre mission d'observation électorale, nos observateurs sur terrain. Là, nous avons eu un entretien très fructueux et convivial avec lui, au cours duquel nous avons d'abord félicité la CENI pour les efforts déployés, parce que là, nous parlons déjà opération d'enregistrement des électeurs. Nous sommes allés féliciter à travers lui la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi lui parler de notre mission d'observation électorale, mais aussi lui adresser nos attentes. Parce que nous avons des attentes, nous avons sollicité que nous puissions avoir la cartographie électorale. Elle nous permettra de bien déployer notre mission, mais aussi avoir le calendrier, ainsi que les mesures d'application pour la loi électorale et la loi portée d'identification et enrôlement des électeurs. Ce sont des documents importants pour notre travail. Et nous avons eu des réponses largement positives. Nous lui faisons confiance. Nous pensons que prochainement, nous serons en possession de ces documents. C'est au cours de la rentrée judiciaire exercice 2022-2023 à la Cour de cassation intervenue le samedi 15 octobre que le procureur général près cette juridiction, Firmin Mvonde Mambou, a plaidé pour l'alourdissement de la peine pour des infractions d'offense au président de la République, de propagation de faux bruits, mais aussi des infractions comme l'incitation à la haine tribale. Avec une mercurielle axée sur les thèmes « Le ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit », la démarche du PG est légitimée, quoiqu'elle ne prenne pas en compte les autres aspects des problématiques inhérentes à cette matière et les non-dits.
Certes, il est hors de doute que le caractère dérisoire d'une peine serait à l'origine d'une licence dans la commission de l'infraction de la part du délinquant, mais les autres aspects de la question ne doivent pas être négligés ou cachés, surtout parce que la Constitution autorise l'évaluation des autorités et que la faute n'est pas toujours que du côté de qui critique. La dialectique de cette matière impose l'orthodoxie, voire la législation sur comment vivre ou faire l'opposition, de même que sur ce que les chefs de l'État devraient aussi faire pour ne pas pousser la population aux critiques. La société civile, comme la société politique congolaise, ont besoin d'être éduquées sous la liberté d'expression afin qu'elles l'exercent dans le respect de la loi en la matière. L'appréhension étant que les refus de critiques de la part d'un régime qui gère de la manière incivique et qui ne veut pas que ces insuffisances soient dévoilées, peut se frotter les mains devant tel alourdissement des peines pour espérer museler le peuple et porter atteinte à la démocratie. Par ailleurs, il est paradoxal que certaines gens se lamentent sous le tribalisme, alors que dans leur déploiement dans la société, ils montrent qu'eux-mêmes sont plus tribalistes. Dans ces conditions, même si on alourdit les peines contre les critiques du tribalisme, l'initiative n'aura pas d'impact car l'opinion saura que les tenants du pouvoir enclins au tribalisme cherchent juste à opérer sans que personne n'accuse leur forfait en fait du tribalisme. Pour conjurer les démons des insultes contre les chefs de l'État ainsi que le tribalisme, les Congolais devraient répondre à leur propre conscience et interroger le passé pour, dans la mesure du possible, faire amende honorable, car il y a des erreurs que les gens ont commises dans le passé et qui les rattrapent aujourd'hui. Nous devons commencer par refuser, mais avec une colère sans précédent, les génocides silencieux de la faim. Parce que nous avons 80 millions de terres arables. Parce que nous avons 47% de toutes les réserves d'eau douce en Afrique. Parce que dans les eaux nationales du Congo, il y a 700 000 tonnes de potentialité halieutique. Parce que notre terre peut héberger l'élevage de 40 millions de têtes du gros bétail. On ne peut pas accepter que cette terre puisse assister sans révolte au génocide silencieux de la faim. On va commencer par décréter l'état d'urgence agricole pour que l'agriculture devienne la première activité du pays. Pour que nous devenions une république agricole. À partir de là, la modélisation de la militarisation de l'armée ne veut pas dire prendre les militaires et les mettre dans l'activité agricole, non. Militariser l'agriculture, c'est créer un corps martial, qu'on appelle force agricole militaire. Ce corps-là fera de l'agriculture une activité militaire. Militaire parce qu'il faut donner un rythme accéléré à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On ne peut pas attendre, nous devons rattraper tous les retards que nous avons accumulés depuis 1960. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par le Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45, à ces assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif. C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times
ainsi que le Financial Times, deux tabloïds britanniques. Chaque année, le Financial Times invite des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. L'ampleur de l'intolérance politique a dépassé les modules de la controverse médiatique et des procès politiquement motivés pour passer à l'étape des agressions physiques ou des actes de vandalisme dans le mur congolais. Le dernier cas en date est celui du saccage du siège du parti de Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement, situé sur la 11e rue du Mété industriel, juste en face de celui de l'UDPS, le dimanche 15 octobre 2022, alors que s'y déroulait une matinée politique de la Ligue des femmes. Des analystes et observateurs se demandent qui, pour une raison ou une autre, peut avoir commandité un tel assaut vandaliste. Qui a intérêt à museler, à entraver ou à intimider qui alors que l'on s'approche des échéances électorales? Même s'il est à reconnaître que l'approche des joutes électorales est une période très délicate où les états-majors des partis politiques échafaudent diverses stratégies pour essayer d'atteindre des objectifs inavoués. Les uns agissent pour s'attirer de la sympathie populaire en optant pour la victimisation ou en se déployant pour jeter l'anathème sur leur bête noire politique, et les autres se déploient pour terroriser ou entraver leurs adversaires afin de les mettre dans des positions où ils ne peuvent plus rien faire contre leurs objectifs politiques. Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre stratégie, la démocratie congolaise n'en reverdit pas. Bien au contraire, elle est rétrograde. Qui a déclaré à corps et à cri être actif en politique pour amener le véritable changement dans le pays? Avec tout ce qui s'est dit, s'est fait et s'observe depuis un certain temps sur la faune politique congolaise, on a bien raison d'appréhender que les échéances électorales ne soient pas apaisées parce que certaines intelligences politiques activent des stratagèmes du chaos ou d'élimination à la fin justifient les moyens des autres. Le théâtre du Châtelet à Paris, capitale de la République française, a servi de cadre lundi 17 octobre 2022 à la cérémonie de remise des récompenses individuelles du football par la FIFA pour la dernière saison. Sans surprise, le ballon d'or des meilleurs footballeurs du côté masculin est revenu à Karim Benzema, auteur d'une saison exceptionnelle. Du côté féminin, pour la deuxième fois de sa carrière, l'Espagnole Alexia Putellas a été sacrée lauréate du ballon d'or. Elle a damé les pions à l'anglaise Beth Mead, classée deuxième, et à l'Australienne Sam Kerr, classée elle à la troisième position. Pour les autres récompenses décernées, notez que le trophée Copa du meilleur jeune a été décerné à l'Espagnol Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone. Le prix Socrates, qui récompense les footballeuses et les footballeurs qui excellent dans des projets sociétaux et caritatifs, a été donné au Sénégalais Sadio Mané. On signale que l'actuel attaquant de Bayern Munich s'est affiché par son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. C'est pour la première fois que le prix Socrates est décerné à un footballeur. Le trophée des meilleurs buteurs du monde, rebaptisé Gerd Müller, a été brigué pour la deuxième fois de suite par le Polonais Robert Lewandowski. Le trophée Yashin des meilleurs gardiens, septième de cette cérémonie, est revenu à Thibaut Courtois. Notez au sujet de Karim Benzema qu'il est le 5e Français à décrocher la récompense suprême individuelle après Zidane, Copa, Platini et Papin. La saison dernière, il a réalisé une trilogie de gloire, remportant tour à tour la Ligue des Champions, la Liga et la Ligue des Nations avec le Bleu en 2021 et ayant coché toutes les cases pour remporter le Ballon d'Or, que ce soit au niveau des statistiques individuelles et des trophées. À Londres, comme à New York il y a un mois, Félix-Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique.
Exhortant ce potentiel investisseur à ne pas considérer les faiblesses de son pays, mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements ayant cours en Afrique, et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britannique de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant. En l'absence du ministre de Finances en mission, c'est la vice-ministre de Finances, Onej Nsele Mimpa, qui a assuré la défense de ce texte de loi devant les honorables députés au cours de la plénière du mardi 18 octobre 2022. Dans l'exposé des motifs, la vice-ministre a estimé la démarche conforme à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances préalables à l'examen de la loi des finances du prochain exercice budgétaire. Il convient de noter que le budget rectifié du pouvoir central pour l'exercice 2021 arrêté en équilibre entre les prévisions des recettes et dépenses à hauteur de 16 621,58 milliards de francs congolais a connu un taux d'exécution de 96,6%. Les dépenses ayant été exécutées à un taux supérieur par rapport à celui des recettes, il en a découlé un déficit de 332 090 milliards de francs congolais. Parmi les enseignements à tirer, a dit la vice-ministre, il y a de points positifs et négatifs. Au nombre de points positifs, elle a notamment épinglé les relèvements substantiels des réalisations du budget du pouvoir central de l'exercice 2021. À l'issue du débat, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations et questions soulevées par les députés nationaux. La plénière a cumulé sur une motion d'information du député national Tumba Sibola en rapport avec la grève des professeurs d'université. Il s'agit d'une pathologie dont la progression est fatale et c'est un cancer qui est d'emblée grave. Parce que lorsqu'on diagnostique un nodule du sein d'environ 1 cm, on a déjà la présence d'environ 1 million de cellules cancéreuses dans ce sein malade. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'une maladie qui est d'emblée grave. Et nous parlons du cancer de sein en cette date pour encourager toutes les femmes à pouvoir se faire dépister et pour éviter les mortalités. La lutte du cancer du sein passe par la prévention et la prévention passe par le dépistage. Comment est-ce que nous pouvons agir sur ces axes? Par l'autopalpation des seins. Donc, il est recommandé à chaque femme de pouvoir se palper les seins en début du cycle. Donc, juste après les règles, chaque femme doit pouvoir palper ses seins. Et lorsqu'elle découvre une anomalie, elle est appelée à consulter. Chaque femme devrait se rendre au moins une fois par an en consultation dans un hôpital, voire un médecin généraliste, un spécialiste, un professionnel de la santé, pour pouvoir effectuer une palpation des seins. Il est recommandé pour chaque femme de pouvoir avoir au moins une échographie mammaire une fois par an. Et pour les patients qui ont au moins 45 ans, de pouvoir effectuer une mammographie. Donc, lorsqu'on a un cancer du sein chez la mère, chez la tante, chez la sœur, c'est toutes les femmes de cette famille qui doivent se faire dépister. Une alimentation trop grasse,
une alimentation faite avec beaucoup de produits chimiques et expose à pouvoir développer la maladie. Par contre, il a été démontré que ceux qui ont une alimentation saine, riche en fruits et légumes, sont moins enclins à développer le cancer du sein. C'est avec une majorité suffisante que les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance contre Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, lors de la plénière du mercredi 19 octobre 2022, après un débat plutôt houleux. Premier à prendre la parole, le porteur de la motion, le député Babanga Petiolo Anissé, a adressé un véritable réquisitoire à charge de Chéribin Okende, qui s'est présenté à l'hémicycle accompagné de la ministre en charge des relations avec les parlements, Anne-Marie Karoumé, du ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwandonsimba, et du vice-ministre de Transport, Marc Ekila Li Kombio. Il a présenté le ministre mis en cause comme une personne limitée et compétente faisant preuve d'amateurisme dans le domaine de transport, insensible aux recommandations de l'Assemblée nationale, insubordonné et incapable d'exécuter et faire appliquer les décisions et orientations des différents conseils de ministres. Pour lui, le ministre Okende se distingue par l'insubordination et l'incapacité à faire appliquer les décisions gouvernementales dans son secteur. À l'issue du vote à main levée, le ministre Chéribin Okende Senga a été tiré de grief des députés pétitionnaires ayant constaté la tension ambiante dans et autour de la salle. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'élégance politique, à la courtoisie et au respect mutuel afin de montrer que le Parlement est véritablement un temple de la démocratie. Abandonnés à leur triste sort, les victimes du village Kilumbu dans les territoires de Mbanzangungu, toujours sans abri, quelques jours après leur déguerpissement et l'incendie de leur maison ainsi que de la privation de leurs champs. Le sinistré passe toujours la nuit à la belle étoile, parmi eux de vieillards, les femmes enceintes et les adolescents. En effet, cela fait suite à la vente de terres depuis un certain temps par une autorité coutumière d'une vaste concession dans laquelle se trouvent les villages Kilumbu, y compris leurs vestiges, entendez le cimetière. D'après un élu du territoire de Mbanzangungu, le député Jacques Lungwana, cette concession a été achetée par la fondation du président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, qui a été induit en erreur par ses collaborateurs, à en croire cet élu du peuple. L'enquête nous a amené à découvrir que le vendeur était un certain monsieur Saddam, qui aurait vendu au président du Sénat, l'honorable Bayati. L'honorable Bayati a dit de pêcher quelqu'un à Mbanzangungu, Glory Panzi. C'est celui qui a induit le président du Sénat en erreur, sans pour autant se rendre compte que cette terre appartient au clan Tinikongo. Le clan Tinikongo a deux lignées. Une lignée qui s'appelle Kou et une autre lignée qui s'appelle Pete. J'ai eu à rencontrer le sénateur. On a parlé. En parlant avec lui, j'ai compris directement qu'il ne connaissait même pas le village Kilumbu et que c'était M. Glorim Pandu. Et ça, c'est le sénateur qui m'a donné le nom. Je l'ai contacté, j'ai eu à le rencontrer pour le moment. Je commencerai d'abord par remercier le chef de l'État qui a essayé de recadrer les choses lors de la dernière conseil du ministre et je crois que les autorités provinciales doivent prendre leurs responsabilités. Deux accusations rejetées du revers de la main par Glory Panzu, notable de la province du Congo central et proche collaborateur du sénateur Bahati. Alors, s'agissant des terres, c'est vraiment une déception que je sois cité parce que j'ai été avec l'honorable Lungwana à Mbanzangungu. Nous avons vérifié un peu partout à travers la province et là on a trouvé un groupe d'individus qui prétendaient être ayant droit, mais après vérification on a trouvé qu'effectivement ils avaient eu un jugement
qui les reconnaissaient et ayant les droits sur les terres des Kilumbu. Ils ont eu un jugement de 1964, ensuite c'est en 1994 qu'ils ont remporté le procès. C'est avec ces personnes-là que nous avons négocié. M. Lungwana fait de la confusion. Tout compte fait, les villageois victimes de déguerpissement et de l'incendie s'inquiètent du silence des autorités provinciales quant à leur situation déplorable. 7 km de route avec des aires de stationnement à chaque kilomètre à construire après une large opération d'expropriation, une érosion majeure à traiter, voilà sommairement le contenu du projet de la route Nzolana que vient de lancer officiellement le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, ce jeudi 20 octobre. L'objectif à terme est de relier le quartier Kintsuka à partir de Pompage au quartier Upen grâce aux avenues Nzolana et Mamaemo en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. La cérémonie de lancement qui a vécu sur le terrain municipal du quartier Malueka a connu la participation de l'ambassadeur en RDC de la République populaire de Chine, signe que l'amitié entre les deux peuples vit encore. Après le mot de bienvenue dit par le bourgmestre de la commune de Ngaliema, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet, a expliqué les contraintes qui ont pesé sur ce dernier. Il s'agit notamment d'un grand besoin d'expropriation pour bien caler le gabarit de la route, ainsi que la surveillance des érosions suite à une occupation peu orthodoxe des espaces. Il a rappelé que la première phase, qui avait bénéficié de 15 millions de dollars américains décaissés par le programme sino-congolais en 2017, avait permis d'effectuer les premières expropriations, de stabiliser la première érosion et de construire 1500 mètres de route avec un pont à caractère définitif. La seconde phase, quant à elle, financée par la même source à hauteur de près de 24 millions de dollars américains, permettra de finaliser le projet. Le directeur général de la SICOMINE, Joint Venture, qui garantit le financement, a donné des assurances que pour cette fois-ci, l'on ne s'arrête pas avant d'avoir tout bouclé. Prenant la parole, le ministre Alexis Guissaro, après avoir salué la collaboration entre la RDC et la Chine à travers le programme sino-congolais, a demandé à la population de faire sienne ce projet qui va apporter le développement dans cette partie de la capitale. Mais vous avez été patient pour attendre voir arriver la concrétisation de la promesse. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fruit de cette patience. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à la SICOMINE, à CISC et à l'Agence congolaise de grands travaux que désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour qu'un projet, une fois lancé, s'exécute sans arrêt jusqu'à son terme. Il y va de la crédibilité de vos entreprises et même de la République. C'est par la suite que le ministre, à bord d'un engin, a donné le départ de ces travaux qui devront être réalisés en 19 mois. Un projet sur lequel la population de la zone compte énormément pour sortir d'un enclavement appauvrissant. L'association sportive Vita s'est résignée devant une qualification au terme de l'épreuve des tirs au but, malgré les assurances d'avant-match données par son coach Raoul Chungu, qui n'est juré que par une victoire avant cette étape à partir du point fort actuel de son équipe, à savoir les balles arrêtées. Le coach moscovite espérait exploiter le regroupement à la défense des Faucons des Rail Club Kadiogo pour les pousser à la faute que le Viet exploiterait avec son maître à jouer des balles arrêtées Marouf Tchakei. Mais ce dernier blessé n'a même pas joué durant cette rencontre. Après le nul vierge du match aller, l'AS Vita et le RC Kadiogo se sont séparés par le même score jeudi 20 octobre au match retour au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Avec un jeu moyen durant toute la rencontre, les Dauphins noirs ont peiné devant les RC Kadiogo qui leur a imposé un faux rythme.
La bonne forme des merveilles Kikassa n'a pas suffi, non plus même la montée de Peter Mutomossi qui a renforcé le mulet de Moscovite sans changer le score du match. À la fatidique séance des tirs au but, la team vert et noir de la RDC a eu la vie sauve dans cette Ligue des champions de la CAF grâce à ses 4 tirs réussis contre 3 pour leurs adversaires. Cette victoire de l'AS Vita sauve non seulement l'honneur du football congolais, mais aussi permet au pays d'avoir encore 4 représentants dans les interclubs de la CAF. Car si l'AS Vita avait été éliminée, elle aurait joué les barrages de la Coupe de Confédération de la CAF contre le FC Lupopo. Voici le rappel des titres de cette rétrospective de l'actualité de la semaine pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a exhorté les investisseurs à s'implanter en RDC. Il a aussi interpellé la communauté internationale sur leur silence à propos de l'agression rwandaise via le M23. C'était au cours du Summit Africa qui s'est tenu à Londres, au Royaume-Uni. Les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance du ministre du Transport, Chérubin Okende. C'était au cours d'une plénière au Palais du Peuple. Comme chaque 19 octobre, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre le cancer du sein. Selon les experts, cette pathologie est un problème de santé publique vu qu'il est le cancer le plus mortel chez la femme. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC TV. Bon week-end à vous tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.